Avec une superficie de 5260 km², la réserve de biosphère du Dia, que se partagent les régions de l'Est et du Sud du Cameroun, est une fierté sur le plan national. Sa richesse n'a d'égal que la variété et la rareté des espèces fauniques qu'elle renferme, dont certaines sont aujourd'hui en voie d'extinction. Ce qui lui vaut d'être reconnu dès 1981 comme réserve de biosphère par l'UNESCO, qui l'inscrira 6 ans plus tard dans le patrimoine mondial. Aujourd'hui, la réserve du Dia fait l'objet des attentions particulières des bailleurs de fonds et des partenaires au développement du Cameroun. De nombreux projets et programmes y sont régulièrement menés pour assurer la préservation de cette immense richesse. Jusque-là, on se croirait dans le meilleur des mondes. Les riverains de la réserve paieraient cependant déjà le prix fort de la préservation telle qu'elle est menée jusqu'ici. C'est en tout cas ce que me confie une source anonyme. Quelques recoupements faits, cette information semble de plus en plus étayée. Je décide donc de me rendre sur le terrain. Mon équipe et moi prenons la direction de la région de l'Est pour un périple d'une semaine qui va nous mener dans 3 arrondissements parmi ceux qui se partagent la réserve. Nous posons nos valises à Lomé, une petite commune située à 380 km de Yaoundé. Des informateurs nous ont fait part d'un petit village, Alatmakaï, désormais coupé du chef-lieu de son arrondissement. Notre destination suscite des exclamations au sein de la population. L'on nous apprendra que la moto est le seul moyen de transport pour s'y rendre. Encore faut-il que le conducteur soit expérimenté. Au bout d'une heure de tractation, les 3 meilleures mototaxis de la petite ville sont mises à notre disposition. Mais il aura fallu une forte somme d'argent pour les convaincre de nous accompagner. Ils nous disent d'ailleurs que de la quarantaine de kilomètres qui nous avait été annoncée, notre destination se trouvait en réalité à 60 km. Et les premiers échos de la route ne sont pas si rassurants que ça. Les inondations auraient englouti le chemin. Il est plus de 10 heures lorsque nous quittons Lomé pour Alatmakaï. À bord de nos motos, mon équipe et moi allons affronter la forêt équatoriale. À peine sommes-nous sortis de Lomé que l'on a déjà une idée de ce qui nous attend. La piste vers Alatmakaï serpente dans une épaisse forêt vierge. Au bout de 3 heures, nous atteignons enfin l'une des zones qu'on nous annonçait inondées. L'eau s'est déjà retirée, mais les traces de son passage sont bien visibles. Nous y faisons notre première rencontre. Boris vit ici, à une quarantaine de kilomètres de Lomé. Un quotidien pas toujours évident. Dans certains endroits, il vous est impossible de faire par exemple du plantain, de la banane plantain. Pourquoi? Parce que des animaux comme les gorilles, des éléphants viennent détruire vos plantations et ça vous décourage. Vous allez beau vous plaindre, vous n'aurez pas de suite favorable. Ça c'est d'abord un premier point auquel la réserve joue un impact sur certaines personnes. Là, vous êtes obligé de quitter et d'aller exercer ailleurs. Sur un second plan, les agents de conservation, oui, qui certes font leur travail, mais à des moments exagèrent. Pour un comme moi, ça fait mal. Vous êtes obligé de quitter vos terres pour, par exemple, aller en ville à Lomé. Et là-bas, la vie est dure, plus dure que chez vous au village. Oui, donc pour un comme moi, ce n'est pas évident. Bon, ma doléance à faire au pouvoir public, serait de peut-être encore modifier ces limites de la réserve, d'éviter de telle sorte que les populations riveraines puissent avoir accès totalement de tous leurs travaux, de tous leurs droits. Dans un second plan aussi, de voir, de venir sur le terrain, regarder s'il y en a des intellectuels, s'il y en a ceux qui ont un peu fait de l'école, qui peuvent avoir un niveau d'accès peut-être aux services comme des agents de conservation des autres forêts. Puisque ici chez nous par exemple, il y en a qui font de l'école, qui vont le BPC jusqu'au bac, mais qui chôment, qui sont peut-être aussi obligés, comme vous parlez tout à l'heure du braconnage, qui sont obligés de faire du braconnage pour survivre. Et à des moments sont traqués. Nous laissons Boris et la zone inondée tant redoutée, revigorés par ce signe du destin qui semble aplanir notre chemin. Seulement, notre soulagement ne sera que de courte durée, puisqu'une pluie aussi forte qu'inattendue va se déclencher quelques minutes plus tard. À la pluie va s'ajouter quelque temps après un obstacle lui aussi inattendu. Un arbre couché en travers de la route interdit toute circulation sur la piste. Déterminés à poursuivre notre route, nous allons nous frayer un chemin, non sans peine, sur le gros arbre qui barre notre avancée.
On a déjà commencé. Nyangala qui a fait sa commande. Yoyi arrive au barème. Une demi-heure après, nous poursuivons notre progression, accompagnés par la pluie qui ne nous quitte plus. À plusieurs reprises, nous mettons pied à terre et marchons sur l'eau pour affronter de vastes bourbiers qui avalent littéralement les motos. La bonne humeur contagieuse de nos compagnons d'infortune permet d'oublier nos déboires. Et chaque fois qu'on croit avoir traversé le plus dur, on trouve pire devant. Au bout d'un énième tournant, Alat Makai s'offre enfin à nos regards. La chaleur du feu de bois réchauffe les corps endoloris par plus de 7 heures de voyage, dont 3 sous la pluie. Le premier échange avec les riverains plante tout de suite le décor, autant qu'il nous situe sur la distance réelle de notre trajet. Là où nous sommes ici, à Alat Makai, nous sommes d'abord de 72 km de l'arrondissement de Lomé. Dans un hangar de fortune, je retrouve quelques hommes du village. Ils pensaient que la réserve leur apporterait un mieux-être, mais tous déchantent. Entre promesses non tenues et ce qu'ils prennent pour un manque de considération, à Alat Makai, on est plutôt amer. J'ai 5 hectares qui ont produit et je n'ai même pas eu 1 kilo de cacao. Cependant, il y a les ONG qui font des tours dans les environs pour protéger les animaux et envoyer les éléments chaque jour pour ne pas les détruire. Mais cependant, nous sommes détruits. Nous allons vivre avec quoi? Avec quoi allons-nous nourrir nos familles? Nous tous nous sommes bien menacés. Mais quand les gens, les féroces là arrivent, ils débroussaillent, ils font tout. Je pars même chez le chef d'antenne. Je lui demande que qu'est-ce que je peux avoir pour bien protéger mon champ. Il dit que non, on doit. À peine qu'on cause un peu là, directement on échange l'autre chef d'antenne. Il faut encore recommencer un dossier à nouveau. Donc par rapport aux animaux là, nous sommes déjà bien menacés. Un jeune comme moi, je ne connais même pas tirer, je ne connais pas tendre. Mais quand il fait l'agriculture, ça ne donne pas. On ne sait plus quoi faire. Nous sommes si nombreux, on se débrouille, on n'a pas d'opportunité. La réserve ne nous amène rien, puisque ici, la réserve nous bloque tout simplement le développement, parce que on dit en français que là où la route passe, le développement suit. Mais si nous n'avions pas la route aujourd'hui, c'est à cause de la réserve. Je le dis pourquoi? Parce que la réserve de la biosphère Dja, c'est une réserve qui n'est pas suivie dans les normes. Parce que quand on parle de réserve, on doit parler de route, on doit parler de clôture. Hein. Bon, et les ONG sous-entendent aujourd'hui que c'est à cause de la route que le grand braconnage peut entrer. Et lorsqu'on parle du braconnage, on parle atteint aux grands mammifères. C'est dû par rapport à toutes ces difficultés que nous sommes enclavés comme nous le sommes, parce qu'il faut préserver l'environnement. On voit que c'est l'animal qui est plus protégé que nous autres les riverains. Ah, on ne sait même pas l'utilité des riverains. Si c'est qu'on pouvait même nous dédommager, on passe s'installer ailleurs bien. Les ONG qui interviennent dans la réserve semblent avoir perdu la confiance des communautés. Parler de projet, je ne peux pas parler de projet, mais si nous avions déjà eu beaucoup d'interviews, nous avions déjà eu beaucoup de problèmes posés, mais ces ONG nous demandent tout simplement de poser les doléances qu'ils vont amener, ces doléances chez les décideurs qui doivent prendre des décisions par rapport à notre vie que nous menons ici. Mais rien n'est fait jusqu'à présent. Et nous attendons toujours, mais au fur que le temps passe, c'est comme ça aussi que beaucoup se multiplient et qui viennent ne serait-ce que poser des problèmes. Et nous répondons constamment aussi à ces problèmes, mais rien n'est fait. Et nous sommes toujours enclavés tels que nous le sommes. Nous mettons un terme à nos entretiens, car la nuit approche et nous avons encore 72 km d'obstacles divers à affronter. La piste rendue glissante à cause de la pluie sera à l'origine de plusieurs chutes. Heureusement, sans gravité.
Arrivé à Lomé à presque 2 heures du matin, la nuit sera très courte. Un heureux hasard va me mettre sur la route d'une vieille connaissance. Comment tu vas? Et ça fait longtemps? Très longtemps. Ça fait longtemps? Ouais, je suis en reportage. Je suis en train de réaliser un petit documentaire sur la réserve du Dia et les riverains de la réserve du Dia. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à Lomé. Tu as une idée sur le sujet? Oui, puisque nous nous retrouvons à la périphérie nord de la réserve du biosphère du Dia. Il y a Alat, il y a Diapo, Seigneur, Somalomo, Bendis, ça c'est les riverains. Ah ben j'ai l'impression que tu maîtrises plutôt le sujet. Mais avec mon statut, je suis président d'une aire protégée communautaire. Ah, mais ça tombe plutôt bien. Donc ça veut dire que tu pourras être de bons conseils pour moi, pour un peu me parler davantage. Il n'y a pas de souci, je reste disponible. Ok, on trouve un endroit où s'asseoir calmement et puis on évoque le sujet. Ça te va? Ça va. Ok, on va trouver un endroit où on peut s'asseoir et puis causer librement. Mais ça fait longtemps? Très long. Ça fait très longtemps. La famille, ça va? Comme je te disais, donc, je suis à Lomé pour réaliser un film documentaire sur la pression de la réserve sur les riverains. Dites-nous, quel rapport est-ce que les riverains de la réserve du Dia entretiennent avec la réserve elle-même? Il faut d'abord situer son niveau de la Genève, proprement dit de la réserve. Lorsque la réserve vient s'installer ici dans les années 90, 92, il y avait un cahier de charges. Il fallait maintenant trouver les alternatives au braconnage. Et c'est ces alternatives, est-ce que ces alternatives ont réussi à éradiquer le braconnage? C'est ça le problème. Parce que le braconnage, ce n'est plus une affaire d'une localité. Elle se régit à l'échelle internationale. Mais pour le cas, il y a eu trop d'accidents. Comme dernièrement, je vais vous situer au niveau... Il y a eu mort d'homme où un Ekogad a tiré sur un baka. Ça fait 8 mois aujourd'hui. Donc, ils ont amené la répression. Et avec cette répression au niveau des communautés, il y avait eu trop d'accidents, il y a eu trop d'incidents. Donc, au niveau de Genève, proprement dit, le projet ECOFAC, si je parle d'ECOFAC 6, n'a pas atteint ses objectifs. Parce que c'est ZDSL et Afrique du côté de Somalomo. Donc, il n'y a pas cet impact au niveau des communautés. Le braconnage est galopant. Tous les jours, les armes entrent en forêt, les gens sortent. Or, dans le cadre du projet que j'ai eu à gérer avec STV, où je les accompagne, nous avons eu à recenser tous les braconniers qui se trouvaient tout le long de nos 2 arrondissements, l'arrondissement de Mindo et l'arrondissement de Lomé. Nous avons recensé aussi les armes qui allaient à 87 armes, puis 2 grandes armes d'éléphants. Et nous avons le fichier de tous les braconniers qu'on retrouve dans les 2 zones, qui est presque une vingtaine, qui ont accepté de servir de guides touristiques. C'était une façon de les reconvertir. C'était une façon de les reconvertir. Leur faire comprendre qu'autant puisque la chasse n'est pas défendue, la chasse est réglementée. Vous savez, ça c'est vous et moi. Autant puisque le législateur de l'Assemblée a crié qu'il y ait les marchés de viande de brousse. Et il ne peut qu'avoir les marchés de viande où on trouve un GC, une zone d'intérêt synergétique à gestion communautaire. C'est ça qui permet de réglementer la commercialisation de la viande de brousse. Voilà un peu les mécanismes que l'État a mis en place. Mais est-ce que le projet ECOFAC, la réserve du biosphère du Dia, les gestionnaires de ça ont mis ces alternatives? Non. Ce n'est que les grandes organisations telles que FSTV, Fondation Camerounaise des Terres Vivantes, qui nous a accompagnés pour la création de ce JGC. Donc, en un mot un peu, je ne sais pas si je réponds un peu à vos questions. On a rencontré quelques riverains, notamment dans la zone d'Alat-Makai, qui, avec tous ces projets, avec toutes ces ONG, trouvent que finalement, on s'occupe plus de l'animal que de l'homme. Est-ce que c'est l'impression que vous, riverains, vous avez? Lorsqu'un projet arrive, le projet vient pour défendre peut-être le braconnage, tel qu'il est dit. Et c'est là où les riverains disent aux riverains, et autant plus que les animaux sont classifiés, il y a la classe A, il y a la classe B, il y a la classe C. Donc, on ne peut pas accepter qu'on consomme les animaux de la classe A. Et on m'a dit, je me suis laissé dire dans la zone de Alat-Makai notamment, qu'ils avaient prévu aider les riverains avec la création des petits projets. Mais jusque-là, ça n'a pas été fait. Est-ce que dans la zone
Diaposten aussi, il y a eu des promesses de ce genre-là. Évidemment, il y a eu des alternatives. Mais à la seule différence que dans certaines zones telles que je prends la zone d'Alatmaka, la zone de Diaposten, elles ne se sont pas fait sentir. Parce qu'aujourd'hui, il fallait accompagner les communautés riveraines à la réserve, leur faire comprendre que maintenant nous vous interdisons de tuer les animaux de la classe A. Mais par contre, nous vous demandons maintenant de développer l'élevage. Voilà le problème. Rien n'a été fait. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le braconnage ne fait qu'être s'accentuer avec tous les cas d'incidents qui suivent. Oh, fallait préparer les communautés. Là, il dit, bon, nous vous interdisons la chasse, nous, en compensation, développer l'élevage. Ça n'a pas été fait. Bon, ils se sont essayés aussi au niveau de l'agriculture pour certaines zones. Je parle de mes cas et autres là-bas. On a dit, bon, il faut faire l'agriculture. Est-ce que les communautés sont prêtes à avoir l'esprit associatif? Bien. Je vais me permettre de revenir un peu en arrière. Tout à l'heure, on a évoqué la reconversion des braconniers. Comment est-ce que vous avez réussi à leur faire comprendre l'intérêt qu'il y a à préserver la faune aux braconniers? Oui. Qu'est-ce que vous leur avez dit concrètement? D'abord, lorsque la Fondation camerounaise SCTV est venue, il était question. Ils nous ont posé la question, quels sont les gens qui mènent les activités de braconnage ici? Les frères, c'est des gens avec qui nous avons des acquaintances, ce ne sont pas des inconnus. Nous vivons ensemble, nous partageons ensemble, nous mangeons ensemble. Lorsque on a sorti le fichier, nous l'avons convoqué. Aussi vrai que ce n'était pas facile parce qu'ils avaient peur, parce que compte tenu de la présence du service de la conservation et la gendarmerie, ils avaient peur. Autant plus que le braconnage, c'est un acte illégal. Donc, on leur a fait comprendre qu'ici, au jour d'aujourd'hui, vous devez servir de guide touristique. C'est vous qui devez amener ces touristes à aller visiter, à aller filmer les animaux. C'est là où ils ont adhéré. Et nous les avons fait comprendre qu'un animal vivant coûte cher plus qu'un animal mort. Puisque lorsque le touriste veut venir visiter un chimpanzé, il veut venir filmer, pas visiter, filmer un chimpanzé ou un gorille. En termes de devises, si le braconnier, le chasseur est pointé à 15 000 francs la journée ou à 20 000 francs la journée. En tant que guide, oui. S'il passe ses 5 jours, ou ses 3 jours, ou ses 4 jours, il a 80 000 ou 100 000. Or, par contre, un chimpanzé mort ne peut pas coûter forcément 50 000. Avec tout le travail qu'il a là-bas, avec tous les risques qu'il a là-bas. Oh, étant guide touristique, il bénéficie d'une couverture sanitaire, il a une numération journalière et ensuite, il est aussi protégé. Donc, vous voyez quand même tous ces canaux, tout cet arsenal permet à ce qu'il se trouve mieux à l'aise qu'en servant de guide touristique, en conservant que de tuer. Mais Alain, qu'est-ce qui fait problème finalement? Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Bon, moi, je prends un peu le cas. Les organisations ont une durée. Et lorsque l'organisation a un projet de 2 ans, il met l'accent sur la sensibilisation, il met les moyens. Dès que le projet finit, ça devient lettre morte. Ça aussi, c'est... Parce que le projet met les moyens. Est-ce que le service de la conservation aussi met les moyens pour accompagner les communautés comme le projet? Le projet a un financement. Si c'est le financement, c'est 2 ans. Il travaille, il fait son plan d'action pendant 2 ans. Mais est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression à un moment que beaucoup d'argent est mis dans l'intérêt de la réserve exclusivement au détriment de l'être humain? Quels sont un peu les ratios que vous avez sur ce plan-là? Oui, vous savez, si au niveau de la conservation, lorsqu'on met un peu au niveau de la... Après l'Amazonie vient la réserve du biosphère du diable, comme pas du bassin du Congo, voilà la réserve du biosphère du diable. Et justement, on met les moyens, c'est nos communautés. La réserve, c'est notre réserve. Nous sommes les riverains. C'est un problème de gestion. Ce n'est pas... Les communautés ne sont que les bénéficiaires. Si les communautés, leurs cahiers de charges sont respectés, on accompagne les communautés, il n'y aura pas de problème. C'est ça le problème. Je prends le cas peut-être des braconniers.
la lutte anti-braconnage. Dans le budget de la conservation, il y a une marge, une grosse marge qui est conservée pour la lutte contre le braconnage. Ce qui est braconnier, je prends un peu mon cas dans ma zone. Tout le fichier, nous avons les braconniers, venez rencontrer les braconniers, causer avec eux, expliquez-les. Ils vont adhérer au projet. Merci beaucoup, hein. Merci pour toutes ces informations que tu viens de me donner sur le sujet. Cet échange instructif avec Alain met un terme à notre séjour de 48 heures à Lomé. Nous prenons la route direction l'arrondissement de Somalo. Notre séjour là-bas devrait nous permettre d'avoir notre premier véritable contact avec la réserve. Nous passerons par Abomba, puis Messamena, avant de rallier notre destination. Somalomo, la petite localité qui nous accueille en cette fin de journée, est à l'image des centaines de petites villes de l'arrière-pays. Le voici enfin, le fleuve qui a donné son nom à la réserve. Nous devons le traverser pour aller au contact des populations qui vivent encore dans la réserve. Le temps de la traversée est déjà propice aux premières confidences. Des mots qui résonnent comme l'écho des plaintes des populations d'Alatmakai que nous avons quitté 3 jours plus tôt. Bonsoir papa. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on t'appelle? On m'appelle Papier. Papier. Depuis combien de temps est-ce que vous faites traverser les gens ici à Piro? Depuis 5 ans durant. Où est le bac? Le bac Qu'est-ce qui est arrivé au bac? Envahi. Je ne sais pas, je peux mieux vous expliquer ce qui s'est passé. Oh. Si bien qu'elle a été enfoncée. Tout se passe par Piro maintenant. Quand on paye la traversée à combien? La traversée, il y a seul les motos qui payent 500. Aller, 500 retour. Donc les motos veut dire 1000 francs aller et retour. Oui. Est-ce que nous sommes déjà ici dans la réserve du Tchad? Oui, à partir de là où nous sommes actuellement, à partir du beau milieu de la rivière, tout le côté ici, c'est la réserve. Dites-nous, comment se passe votre vie en tant que riverain avec la réserve? Est-ce que la proximité avec la réserve vous crée quelques difficultés en tant que riverain? Beaucoup. C'est-à-dire nous vivons assez mal. C'est très difficile pour nous. Vous allez d'abord premièrement voir l'état de la route. D'ici 1 kilo ou 2, là où vous allez partir, nous souffrons beaucoup. Puisqu'il y a beaucoup d'ONG qui viennent pour la préservation, on se dirait que peut-être les populations sont gâtées. Il y a d'autres qui promettent et ne réalisent pas. Et puis, tout ça, nous sommes toujours à l'attente. D'autres viennent aujourd'hui, d'autres viennent demain. Toujours des promesses sans réalisation. Je peux dire que vraiment l'homme de la réserve souffre. Quand ils viennent, ils donnent des informations, ils envoient des informations que je ne peux compter, je ne peux dire pourquoi, mais tout ça pour leur bien, mais pas pour le bien de l'homme de la réserve. Ils ont promis changer nos vies, c'est-à-dire nous enlever de l'antiquité à la on appelle quoi, à la modernisation quoi. Bon, tout ce qu'ils nous promettent, je peux dire, c'est pour changer la vie de l'homme de la réserve. Mais l'homme de la réserve attend jusqu'ici. Pour nous permettre d'entrer dans la réserve, nous avons réquisitionné 2 motos. À peine 2 kilomètres parcourus et nous tombons sur un petit hameau de pygmées. L'échange que j'ai avec eux me donne un aperçu de ce que vivent les populations de la réserve. Moi, je me nomme Bessala André Fabrice. Fabrice, ça fait combien de temps est-ce que vous vivez ici dans ce campement? Bon, c'est ma première fois d'arriver ici. Je suis venu passer les grandes vacances ici. Chez mon grand-père. Donc, depuis que moi je suis ici, là, je vois d'abord l'état de la route n'est pas bon. Les voitures ne traversent plus.
si le pont de la Djala, il n'y a pas le pont. C'est donc comme ça que je peux vous dire. Oui, ici vous êtes dans la réserve, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est facile de vivre ici pour vous? Bon, pour nous, comme nous sommes dans la réserve, c'est facile pour nous de vivre parce que s'il n'y a pas la réserve, franchement, il y a beaucoup de nos frères qui vivent pour ça. Par exemple, pour la chasse. C'est pour cela, c'est ça qui leur donne un peu des morceaux de savon. C'est ça qui leur donne l'argent pour payer l'école des enfants. Mais quand maintenant les ONG arrivent ici et disent que par exemple qu'il ne faut plus faire la chasse, est-ce que c'est facile de vivre sans ça? Bon, s'il y a d'autres propositions qui peuvent nous amener de vivre, non. On peut vivre, par exemple, quand vous voyez les petites maisons comme ça, il y a un projet qui est arrivé ici qui nous disait de ne plus encore faire la chasse. Et on a arrêté, voilà les maisons qui se gardent déjà. Ils disaient qu'ils vont nous amener les poulaillers. Nous sommes là depuis, on attend ça, ça n'arrive plus. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour vivre? Pour nous, on vit seulement avec la pêche. Avec nos mouilles, nos hameçons, c'est ça qui nous donne de l'argent. Est-ce que vous faites aussi des champs un peu? On fait les champs, il y a nos champs là-bas. Et les champs là, avec la présence des animaux là, est-ce que c'est facile de... Non, pour ça, les animaux n'arrivent pas sur ça. Les animaux n'arrivent pas sur le champ? Parce que c'est protégé. C'est protégé. Comment est-ce que vous réussissez à protéger vos champs? Bon, on fait la barrière pour clôturer tout le champ. Mais ça demande beaucoup de travail aussi. Ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut prendre du temps. Et vous faites ça pour chaque champ? Est-ce qu'aujourd'hui, là, si on te demandait quelque chose qui peut améliorer votre façon de vivre, tu vas demander quoi? Bon, pour moi, ce qui peut améliorer, votre façon de vivre. Bon, pour moi, ce qui peut améliorer ma façon de vivre, c'est si on nous amenait ce poulailler là, c'est ça qui pouvait nous faire vivre ici dans la réserve. Aujourd'hui, vous avez l'impression que les animaux sont plus importants que les hommes ici? Bon, quand les Blancs arrivent ici, non. Pour voir ces animaux, ils nous payent de l'argent. On vous paye pour faire quoi? Bon, par exemple, comme il y a suivant les tourismes qui arrivent ici, là. Quand ils arrivent, on les amène dans les endroits qu'on peut trouver les singes, les éponges comme ça. Ils sont en train de filmer. Après, quand ils rentrent, ils nous laissent quelque chose pour la scolarité des enfants. Quand ils viennent comme ça et qu'ils rentrent, on peut vous donner combien, par exemple? Par exemple, ils nous laissent suivant les 20 000, les 5 000 comme ça. Et c'est pour passer combien de temps avec eux dans la réserve? C'est une seule nuit. Une nuit. Mais est-ce que ça arrive fréquemment, ce genre de visite? Ce n'est pas à chaque instant qu'ils viennent ici. Ils peuvent venir après combien de temps? Ils peuvent venir après 1 ou 2 mois, comme ça. Donc vous avez 20 000 francs pour 2 mois. On va faire comment? Okay. C'est très édifiant cette situation-là. Leur mieux-être n'est donc assujetti qu'au rarissime passage de quelques touristes. Le petit hameau qui nous accueille après ne paye pas de mine non plus. La nuit est déjà tombée lorsque nous y arrivons et l'entretien avec le chef de village se fait au pas de course. Majesté, on arrive chez vous, c'est déjà la tombée de la nuit. Oui. D'où est-ce que vous venez à pareil vous sortez d'où? Je sors tailler mes troncs que je prépare le vin
Je vends le fort pour que je vive. Donc, c'est quoi les activités qui vous restent à mener maintenant? Qu'est-ce que vous faites maintenant ici comme activité? Nos activités, c'est le vin. Et on fait les champs, le cacao, et comme la pêche, et il y a aussi un peu de chasse. C'est des activités auxquelles vous n'étiez pas habitué avant, non? La pêche, l'agriculture, c'est un peu nouveau pour les gens qui ont toujours... Pour ces activités, bon, la pêche, la chasse, a été depuis nos ancêtres. Oui. Ça ne peut pas quitter de nous. Mais l'agriculture, on faisait toujours nos champs pour manger. Oui. Bon, dès que la ville est arrivée, l'agriculture est arrivée aussi. Vous comprenez ce que je dis? Et l'agriculture, c'est pour que vous changez un peu de la chasse, pour vous détourner de la chasse, non? Oui, l'agriculture nous détourne. Quand tu as ton cacao, mais tu fais tes champs, mais les champs de palmiers et autres, mais nous ne sommes pas suivis. Il n'y a rien. On n'a rien. On fait nos champs, tout. On fait tout pour nous. Est-ce que on a seulement des promesses pour les gens qui occupent notre forêt. On a seulement des promesses, on n'a pas de réalité. Et quand nous sommes là, je fais mon champ ici. C'est parce que c'est la nuit. Je devais vous emmener là. Derrière ma maison là où les éléphants sortent. Ils viennent manger mes bananiers et tout ça. Détruire mon manioc. Je dois donc faire comment? Et quand je me fâche, j'abats cet éléphant, on me met en prison. La conservation me met en prison. Tandis que mon champ de cacao, ils viennent, ils enlèvent tout, ils bouffent tout le cacao. Et tandis que mon champ de cacao n'est pas à la réserve, puisqu'il y a déjà une délimitation mise. Donc, quand l'éléphant traverse cette délimitation, ils viennent bouffer mon cacao. Je là-bas, on me met en prison. Qu'est-ce que je fais donc ici, dans cette réserve qui était laissée par mes ancêtres? On espère, Majesté, que le travail qu'on est en train de faire va donner un nouvel élan aux activités qui se déroulent dans la réserve. On ne refuse pas les activités qui viennent chez nous, mais occupez-vous de nous qui sommes dans la réserve. Dans votre réserve. Merci beaucoup, Majesté, de nous avoir accueillis. Il commence à se faire tard et le préposé à la traversée doit s'impatienter. Voilà plus d'1 heure qu'il devrait avoir quitté le fleuve. Heureusement qu'il est resté nous attendre. Il va devoir traverser le bras du fleuve dans l'eau noire et c'est ce qu'il réfutait. Le projecteur de notre caméra va se révéler d'une utilité supplémentaire. Pendant qu'au loin, les feux stop de notre véhicule font office de repère. Mais cela ne va pas empêcher que l'on dérive quand même sur plusieurs mètres, entraîné vers l'aval par un fort courant. Il faudra toute la dextérité de notre piroguier, aidé par l'un de nos accompagnateurs, pour nous remettre sur la bonne voie.
Ce samedi est jour de marché à Bengbis, la dernière étape de notre voyage au contact des riverains de la réserve du Dia. Arrivés tard dans la nuit, nous profitons de ce moment pour faire corps avec les populations locales. Le marché est essentiellement consacré aux vivres frais. L'on nous apprendra quand même que pour le marché du gibier, il faut se lever aux aurores. Seuls quelques restes sont encore visibles, alors qu'il n'est que 7 heures du matin. La viande de brousse constitue l'une des principales habitudes alimentaires ici. La présence de cette réserve modifie significativement le mode de vie des populations. N'oubliez pas que ce sont des populations bantoues qui ont la chasse dans leur culture. Et quand un bantou est dans l'impossibilité de chasser à sa guise, de chasser comme il veut, il va se trouver significativement un peu sous pression. Sur un autre plan, le bol alimentaire chez le bantou est constitué de la viande. Et quand vous ne pouvez plus librement avoir accès à cette viande, il va de soi que les populations vont se sentir un peu frustrées. Je peux utiliser le mot, ils sont un peu frustrés. Bon, on essaye les pouvoirs publics et nous-mêmes nous essayons à chaque occasion de les sensibiliser sur le bien fondé de la préservation de la biosphère et la bonne gestion de nos ressources fauniques. C'est la seule manière pour nous d'essayer de mettre du baume à leur cœur et de leur expliquer comment ils doivent désormais vivre à côté de la réserve avec les éco-gardes qui font des patrouilles régulières sur les lieux. Je crois que nous allons, dans un avenir assez proche, réussir à leur faire changer de mode de vie et surtout des pratiques qui sont souvent des pratiques mises en place depuis des millénaires. Les populations sont obligées de changer leur mode de vie parce qu'ils vivent dans la forêt où ils extraient les ressources vitales, c'est-à-dire la viande de brousse et disons, les champs qu'ils font dans l'agriculture. Si je m'en tiens uniquement à la viande de brousse qui est riche en protéines, pratiquement toutes les espèces prisées par ces populations-là sont protégées. Pratiquement c'est pour retrouver les ressources vitales. L'UNESCO n'a pas donné une alternative. Abandonnez la viande, mais vous pouvez vous rouler sur telle autre alternative pour vous nourrir. Ce qui fait que c'est draconien parce que les gars de chasse ne s'amusent pas. Il y en a qui vont en prison parce que pris en flagrant délit d'avoir tué un animal protégé. Mais l'accompagnement de ces populations en termes d'alternatives, abandonner la viande de brousse, voici ce qu'on vous propose en échange. Il n'y en a pas. Et même les produits lignés et non lignés, les routins on fait la terre, les maisons en terre battue, on utilise des routins. Pour les meubles, ces routins-là sont protégés pour les recherches sur les plantes médicinales. Donc aujourd'hui, ces populations-là ont des difficultés véritablement à survivre. Les relations entre la réserve et les populations riveraines sont des plus bonnes. Mais je dois dire que cette réserve qui est partie sur une très bonne intention connaît un certain nombre de petits problèmes liés au fait que les infrastructures qui avaient été promises, les ONG qui se meuvent à l'intérieur de cette réserve n'ont pas parfaitement rempli leur cahier de charges. Ce qui fait que les populations ne trouvent pas toujours leur compte dans la gestion de la réserve. Je voudrais parler précisément des problèmes des terres cultivables qui se sont réduites significativement, le problème du braconnage qui sévit toujours dans la réserve, mais qui n'est pas toujours le fait des populations autochtones ou alors des populations riveraines, je veux dire. Elles sont dans la pratique du braconnage de subsistance, si vous pouvez me permettre l'expression, parce qu'ils tuent du petit gibier, 4 ou 5 petits gibiers, qu'ils consomment en priorité,
mais qu'ils vendent aussi de temps en temps pour subvenir aux petits besoins quotidiens tels qu'acheter du savon, acheter un peu de pétrole pour s'éclairer. Le grand braconnage, celui qui est dangereux, est le fait de personnes venues de très loin souvent, qui ont de gros moyens de braconnage, qui mettent 5 ou 6 armes à l'intérieur de la réserve et déciment pratiquement toute la faune. C'est ça le véritable problème que nous avons à l'intérieur de cette réserve. Depuis toujours, c'est la réserve qui nourrit les populations de Bengbis. Aujourd'hui, elles ne sont plus vraiment la bienvenue dans ce patrimoine désormais classé. Nous ne pouvons que les comprendre parce que ce sont eux qui vivent le calvaire de cette nouvelle façon de vivre sur place. Je dois dire que pour des populations dont la principale activité est l'agriculture, ça devient très difficile parce que les terres cultivables se sont drastiquement réduites. La réserve est pratiquement derrière leur maison et ils ne peuvent plus librement mener leurs activités agricoles comme ils l'entendaient ou alors étendre leurs champs. Ça devient très difficile pour ces populations. Cela d'autant plus que le barrage Hydro-Mékine qui est venu a, avec l'ennoyement de certaines zones, réduit encore plus significativement ces zones cultivables. La pression est vraiment énorme sur les populations et nous avons des ONG qui sont sur place, qui ont promis monts et merveilles, mais qui n'ont pas pu remplir leur cahier de charges. Du coup, ce sont des zones qui sont restées pratiquement, qui font du surplace en matière de développement depuis plus d'une décennie aujourd'hui. Ils sont vraiment sous pression. Elles sont sous pression, ces populations-là. C'est très difficile pour elles. Est-ce que les ONG dont on parle là, elles sont toujours actives sur le terrain? Très peu sont actives actuellement. Parce que nous avons eu des projets tels que ECOFAC 1 et ECOFAC 2 qui ont connu des fortunes diverses. Et je peux dire aujourd'hui que ces 2 projets sont à l'arrêt. Il y a des ONG qui s'investissaient sur le terrain, UICN et bien d'autres, qui ne sont plus là-bas et les populations sont livrées à elles-mêmes. C'est ça le vrai problème. Et ces autres ONG-là qui ont fait de la réserve leur centre de recherche, il y en a beaucoup encore quand même qui utilisent la réserve forcément. Il y en a effectivement qui utilisent la réserve de façon ponctuelle, qui viennent pour des besoins de recherche, des besoins de leur cahier de charge interne, je ne sais pas trop, mais qui, une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs, s'en vont et laissent les populations comme elles les ont trouvées, c'est-à-dire dans une paupérisation totale. C'est le problème que ces populations ont et que nous avons par rapport à ces ONG. Elles entrent d'ailleurs là-bas la plupart du temps sans nous en informer. Nous les découvrons parfois au gré de nos tournées dans ces zones. Et c'est quand même assez gênant. La réserve aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, un bien que l'on s'accorde tous à protéger, mais sans pour autant chercher à mettre à mal la vie humaine. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux, monsieur le sous-préfet? Je ne sais pas trop comment vous répondre à ce niveau parce que c'est l'UNESCO qui a établi le cahier de charge. Et je ne suis pas très au fait des accords que cette organisation internationale a eu avec l'État. Mais en ce qui nous concerne sur le plan local, nous ne voyons pas trop la présence ou l'impact de l'UNESCO sur le terrain. Ce qui fait que nous avons l'impression que nous sommes entrés dans un marché de dupes où nous avons accepté, classer cette zone patrimoine de l'humanité, mais en retour, les populations qui devraient en être les principales bénéficiaires ne voient rien venir, ne voient pas leur milieu de vie changer significativement. Donc je ne sais pas comment vous dire, comment on peut concilier ces 2 impératifs-là. Pour les habitants, la réserve qui les a vus naître est en train de leur échapper. J'ai consulté un document qui date du 15 décembre 1981, signé de M. Amadou Matambo, alors directeur général de l'UNESCO, où c'est une convention entre le Cameroun et l'UNESCO faisant
la réserve du biosphère du Dja, patrimoine mondial de l'humanité. Les mots qui m'ont frappé là-dedans, c'est la conservation et la protection des zones pour l'humanité entière. Nous avons eu beaucoup d'espoir, surtout vers les années 90 où 3 hélicoptères ont atterri ici à Bembis, on était tout jeunes. Et pourtant là, c'était un autre directeur général de l'UNESCO qui est arrivé et qui a fait une descente sur le terrain, disant que justement le monde entier fait de cette zone-là son patrimoine personnel. Et quand on disait patrimoine de l'humanité, on savait qu'il y a aussi les hommes ici. Ils ne feront pas la part belle uniquement aux animaux et à la végétation, à l'écosystème. Il y avait beaucoup d'espoir. Il y avait beaucoup d'espoir, surtout que l'UNESCO, ses missions, regarde l'éducation, la culture et aussi la science. Pour ne prendre que les 2 premières cités, l'éducation et la culture, on se voyait ériger quand même, ou bien assister dans ces domaines-là qui jusqu'à aujourd'hui ne nous ont pas fait décoller en réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2019, le temps est passé, beaucoup d'années sont passées. Vous êtes un peu déçus? Nous sommes complètement déçus, je le dirais aussi sèchement que ça. Parce qu'à un moment même, il y avait des programmes comme ECOFAC, écosystème, la faune du Cameroun, qui à un moment donné, vers début des années 2000, ils ont quand même commencé à faire un petit entretien de la voirie de ce côté-là, du côté de la réserve, parce que justement, il y a une certaine corde, comme les limites de la réserve suivent le cours du Dja, de la rivière Dja. Mais à l'intérieur de cette boucle-là, il y a une corde qui fait environ 30 km, entre lesquels il y a plusieurs villages, il y a une douzaine de chefferies, dont la population étant estimée à plus de 6000 âmes. On se disait que même si le reste de l'arrondissement n'est pas pris en charge, tout au moins ces populations-là qui sont véritablement des riverains, ils sont à la limite de la réserve, auraient un impact positif. Mais ce que ECOFAC a démontré par la suite, c'est que justement, leur humanité s'est limitée à la protection des animaux, à la protection de l'écosystème. Mais les hommes même ne faisaient pas malheureusement partie de leur programme. C'est ça qu'on a déploré. Et pourtant, l'avènement de la réserve est une source d'espoir. Chaque fois qu'on a des réunions avec l'Union européenne, les ONG, l'UNESCO même, ils disent que la réserve doit rester intacte. C'est-à-dire qu'on ne touche à rien du tout. Et vous savez que l'homme ne prélève ses ressources que sur la nature. Je ne sais pas ce que les populations doivent faire pour vivre. Et même mettre la route, ils disent que la route est une menace. C'est-à-dire mettre la route qui va vers la réserve pour désenclaver cette zone. Ils disent que non, permettre aux gens de visiter cette zone-là, au lieu de faire soit le transport, ils vont regarder, ils vont faire le braconnage. Donc c'est une zone qui est complètement abandonnée et c'est ce qu'eux ils veulent. Ils ne veulent pas. Comme je vous ai dit, ça fait une côte de 30 km. Le premier marché, donc celui qui est au milieu, là, à 15 km, pour rallier le bac de l'autre côté. Parce que ce côté-ci est déjà noyé par les eaux du barrage. Donc vous voyez, quelqu'un, je dis ça de manière désintéressée, c'est le porc épic qu'on peut vendre facilement à 5000 francs pour envoyer un enfant à l'école. Mais le plantain qu'on porte sur la tête, sur 15 km, ce plantain, on va le vendre à combien? Pour subvenir aux besoins des enfants qui vont à l'école de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est un blocage. Il faudrait vraiment que les organismes internationaux ouvrent un autre œil plus attentif en pensant à ces populations-là qui ne sont pas forcément une menace. C'est elles qui sont menacées actuellement. Ils ont montré qu'ils ont les moyens de protéger les animaux. Ils le font avec beaucoup de succès, mais au grand détriment des populations riveraines. Lors du 42e comité du patrimoine mondial, le groupe africain avait carrément demandé également que le paradigme soit changé en matière de conservation, que l'approche de conservation qui a jusqu'ici été mise en place par nous, les pays, et y compris nos partenaires, financés par nos partenaires, n'a pas véritablement beaucoup mis l'accent sur l'homme lui-même.
sur son bien-être dans son environnement. Pourtant, c'est l'homme qui est d'abord environné avant les plantes et les animaux. Tout ça constitue quand même une chaîne qui doit se tenir en équilibre. Il est question aujourd'hui de mettre en place, de réfléchir davantage sur une conservation qui soit au service du développement humain et non faire de l'écologisme, c'est-à-dire protéger à tout prix et à tous les prix. Alors là, ça pose des problèmes justement de la considération de l'homme dans ce mouvement de conservation. Donc, ce que nous plaidons tout le temps auprès de nos partenaires, c'est que la conservation soit davantage au service du développement humain, c'est d'autant que l'homme est environné également. C'est-à-dire, lorsqu'on prend des précautions pour les animaux et les plantes, qu'on sache que l'homme qui est dans cet environnement doit également s'épanouir. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faudrait chercher et on peut le trouver s'il y a un peu de volonté de la part de tous les acteurs, que ce soit les acteurs au niveau du gouvernement, nous autres, ou alors les acteurs que sont les partenaires au développement. La pression de la réserve se fait chaque jour un peu plus forte pour des populations résignées à survivre comme elles peuvent sur leur terre. Facilement d'où l'on vient, d'où l'on part.